Bonjour, mon nom est Sal Vanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire, candidat à la course au co-porte-parole de Québec solidaire, en entrevue avec, à gauche. Cette entrevue se fait dans le cadre de la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire en 2025. Le maire de Québec refuse de reconnaître l'existence du profilage racial au sein de la police de Québec. Quelle est votre position à ce sujet? Pour moi, c'est clair que le profilage racial, ça existe. Tu sais, c'est pas un jugement porté sur la majorité des policiers, mais ce serait bien étonnant que le milieu de la police soit un des seuls milieux, par exemple, dans la société où il y a pas de préjugés. Hem et donc ça existe, puis il y a des endroits où c'est vraiment très bien documenté. Il y a eu, les études faites par le professeur Harmony qui ont été faites, à Repentigny, puis, ensuite ça sur le même modèle à Montréal et ça a été documenté. Et à Québec, ça fait le service de police ne reconnaît pas, puis le maire ne reconnaît pas qu'il y a du profilage racial. Moi, ça fait plusieurs années qu'avec, les militants antiracistes de Québec, on fait différentes pressions pour obtenir une enquête sur le même, modèle, avec la même méthodologie qui a été faite d'ailleurs à Repentigny puis à Montréal, pour être capable de comparer les choses. La méthode Harmonie qu'on appelle, pour qu'on soit capable de documenter ça. Parce que quiconque, fréquente, des personnes racisées à Québec, puis leur demande s'ils ont particulièrement les hommes noirs, c'est pire les hommes noirs, ils en vivent plus. Mais aussi les hommes arabes, puis, il y en a d'autres aussi. Quiconque en fréquente, puis il a déjà demandé, son expérience, avec la police, ils vont tous te dire que ça leur arrive, 1 fois par année, 1 fois par 2 ans, quelque chose comme ça, où ils se font arrêter pour absolument rien, pour se faire demander leur papier d'identité. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai 43 ans, j'ai vécu à Québec toute ma vie, sauf 2 ans à Lévis, puis chaque fois que je me suis fait arrêter, il y avait une bonne raison. Je veux dire, j'avais, un clignotant qui marchait pas en arrière sur la voiture ou une affaire de même, hein. Donc voilà, tu sais, il y a du profilage racial. Puis c'est vraiment grave de ne pas le reconnaître. Je pense qu'il faut arrêter de il faut lever le tabou sur cette affaire-là. Tu sais, reconnaître qu'il y a du racisme systémique, reconnaître qu'il y a du profilage racial, c'est pas équivalent à dire tout le monde est raciste. Tu sais, c'est comme s'il y avait une gêne dans la politique, là, que si tu nommes ces affaires-là, ben là, tout le monde va dire tout le monde est raciste. Puis effectivement, si, je veux dire, si, tu sais, ce serait grave de dire ça. Mais il faut qu'on soit capable justement, d'en parler, de documenter pour faire quelque chose à Québec. Puis, c'est ça, les revendications, à l'ère Labaume, au moment de la mairie du maire Labaume, là, vers la fin, il avait montré de l'ouverture à faire, une enquête comme ça. Ça avait finalement pas marché. Puis là, il s'est pas représenté. Puis là, alors le travail au niveau municipal est à refaire. C'est quoi être de gauche? Moi, être de gauche, c'est vouloir, aménager la société pour permettre à tout le monde d'être soi. Donc aménager la société de façon à lutter contre toutes les formes d'aliénation. L'aliénation étant définie de façon très générale comme, ce qui rend étranger à soi-même ou être étranger à soi-même, c'est être aliéné. Donc tous les systèmes d'oppression, qu'ils soient économiques, raciaux, de genre, c'est vraiment dire de façon générale, là, donnons à l'humain la liberté d'être lui-même. Puis évidemment, c'est, tout ça, comment dire? C'est centré vers l'être humain comme l'individu, mais c'est indissociable d'une pensée de l'intérêt collectif parce que notre bonheur, notre épanouissement individuel dépend de l'épanouissement collectif. C'est la fameuse, phrase, l'Ubuntu là, dont parlait souvent Nelson Mandela: «Je suis parce que nous sommes». Pour moi, ça aussi, ça incarne bien ce que c'est la gauche. Cette conscience, cette reconnaissance qu'on ne se sentira jamais tout seul et que, il faut penser ensemble pour être capable d'être heureux à la fois seul et ensemble. Comment tu te définis? Ce que je veux, ben, en fait, tu dans une lutte de gauche où justement l'enjeu, c'est d'être soi,
Je pense que c'est important de, quand on lutte contre l'aliénation dans la société, faire très attention à, l'aliénation qu'on peut nous-mêmes subir, surtout quand on investit, des institutions comme le parlementarisme, tu sais, britannique encore plus, tu sais, c'est donc, moi, bref, je suis comme un militant de gauche qui investit, le parlement avec, disons, un espoir qu'on peut y entrer en résistant à l'aliénation, en restant nous-mêmes, puis que ça peut nous amener, aussi des succès électoraux. Tu sais, moi, je rejette, par exemple, l'espèce de faux dilemme qui est souvent présenté à la gauche, là. Alors, est-ce que vous allez mettre de l'eau dans votre vin ou viser le pouvoir? Ben, ça, c'est un faux dilemme. C'est le cadrage de nos adversaires, là, qui présuppose que la gauche ne peut pas gagner. Alors, soit la gauche disons, se tranquillise ou la gauche perd. Moi, je pense que, la gauche peut gagner en s'assumant. Puis je pense que, les plus grands succès qu'a connu Québec solidaire du point de vue électoral, c'est au moment où, on a été les plus assumés, notamment à l'élection 2018. Tu sais, présenter Manon Massé au débat des chefs à cette époque-là, c'était un risque politique parce que c'est une personnalité qui est hors norme, contre laquelle des gens avaient des préjugés. Puis, aujourd'hui, le fait qu'elle ait été Manon Massé jusqu'au bout, ça a changé la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui est comme Manon Massé pourrait se présenter au débat des chefs, puis, les gens ne trouveraient pas que c'est risqué, que «Ah là là», tu sais, donc il faut, moi je pense qu'il faut avancer à Québec solidaire un peu à l'image de, cette période-là de 2018. Là, je parle comme un peu de vision puis d'attitude par rapport aux normes du système puis tout ça. Moi, je pense qu'on doit être, plus dans la mise au défi des normes du système que dans la conformité et je veux aussi que, je pense que la question de l'indépendance va être centrale dans la prochaine élection, et qu'il faut qu'on soit très sérieux par rapport à ça. Je pense qu'on faut on gagne en crédibilité, sur la question de l'indépendance. Nos adversaires, ça fait des décennies maintenant, presque 2 décennies, qui disent qu'on n'est pas vraiment indépendantiste. C'est un préjugé qui se maintient. C'est un préjugé qui est évidemment faux. Peut-être on y reviendra dans les questions. Mais voilà, je veux qu'on soit assumé du point de vue de l'indépendance, puis je veux qu'on ramène la question de l'écologie au cœur, de la scène politique québécoise. En ce moment, c'est comme occulté pour peut-être plein de raisons, aussi psychologiques, là. C'est tellement angoissant qu'il y a du déni, puis, en ce moment, nous, on doit contribuer. C'est très difficile de médiatiser des choses là-dessus pour ces raisons-là aussi, là, mais on doit tellement marteler que ça devienne un incontournable de la prochaine campagne électorale. Puis on doit aussi, bon voilà, mais là, je suis en train de parler d'affaires, je m'écarte un peu de la question, donc je vais vous laisser poser vos questions, là. J'ai un peu esquivé là, parce que c'est ça, je veux pas dire, tu sais, je trouve que les autres candidats dans la course, tu sais, Étienne Grandmont, c'est vraiment, tu sais, c'est un expert des transports, c'est un grand atout pour Québec solidaire d'avoir quelqu'un qui a cette crédibilité-là, sur les enjeux environnementaux notamment. C'est quelqu'un qui est très aussi dans l'assumation. Yves Bonnevigé, tu sais, Heu, un quelqu'un qui a tellement d'expérience dans le système de santé, un militantiste de longue date, sincère. Tu sais, il y a vraiment des belles candidatures dans cette course-là, là, puis, je suis, peu importe ce qui arrive, on sera pas mal pris. Es-tu pour une union avec le Parti québécois? Moi, je suis pas favorable à une union avec, le Parti québécois. Je pense que, Québec solidaire est comme le seul parti à gauche au Québec. C'est super important. Puis du point de vue de l'indépendance, on amène quelque chose d'extrêmement important qui est nécessaire à la victoire, du camp du oui. Puis c'est quelque chose c'est une voie qui doit jamais, disparaître, là. C'est d'abord la question que nous, c'est l'indépendance jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous, c'est pas juste prendre les pouvoirs à Ottawa, les amener dans le parlement à Québec, mais c'est de prendre cette souveraineté-là et la redescendre vers les peuples du Québec. Quand je dis les peuples, c'est vraiment la nation québécoise, les 11 nations autochtones. Et puis c'est une décentralisation des systèmes de santé et d'éducation, vraiment une reprise de pouvoir réel citoyenne qu'on veut. Alors nous, c'est l'indépendance jusqu'au bout, puis ensuite de ça, ben, indépendance évidemment dans, l'autosuffisance alimentaire, dans l'indépendance, économique pour être moins vulnérable aux soubresauts, des voisins du Sud, toutes ces choses-là qu'on veut. Donc c'est une indépendance pensée vraiment de façon globale et puis c'est surtout une indépendance puis une souveraineté inclusive,
Et pour moi, ça, c'est une condition sine qua non pour être capable de rassembler les peuples du Québec derrière euh, un projet de pays comme ça. Euh, C'était quelque chose, moi, la question de l'inclusivité, c'est pour moi une question de principe fondamental. Genre, je trouve ça important, même quand c'est pas populaire. Je veux dire, j'étais sur la commission parlementaire pour lutter contre la loi 21 qui interdisait les signes religieux aux enseignantes, notamment là, pour Québec solidaire. Je suis très fier de ça. Puis là, je suis aussi sur le projet de loi 94 où ils veulent interdire les signes religieux à tous les employés de l'école, même ceux que personne ne voit jamais pour des raisons tout aussi fallacieuses que celle de la loi 21. Alors moi, je suis fier de faire ça. En ce moment, c'est pas la position qui est la plus populaire, disons, dans les sondages des fois, mais je pense aussi qu'il y a des biais dans les sondages par rapport à ça. On y reviendra, là. Sauf que, sauf que voilà, je pense que c'est une question de principe, mais c'est aussi une question stratégique parce qu'en ce moment, ce que le PQ fait, ça peut obtenir 37 d'intention de vote. Puis dans le système, d'un mode de scrutin comme on l'est, puis une telle répartition du vote entre plusieurs partis, tu peux avoir un gouvernement majoritaire à 37. Sauf que pour avoir 50 plus 1, il faut vraiment être rassembleur. Puis les Québécois indépendantistes, non seulement les gens qu'il faut qu'on convainque de l'indépendance, ils vont être attachés à cette idée d'un pays où on respecte tout le monde, puis on lutte contre le racisme, par exemple. Mais non seulement ça, mais il y a même tu sais, des indépendantistes qui vont dire qu'ils n'ont pas envie de passer une campagne référendaire à dire non, 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 on n'est pas raciste, on n'est pas raciste. Là, tu sais. Il faut qu'on se présente comme étant des gens qui font un pays pour tout le monde. Tu as fait une vidéo pour déconstruire le discours anti-immigration de PSPP. Peux-tu nous dire pourquoi? Allô, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Paul Saint-Pierre Blamondon sur la question de l'immigration, mais je vais y réagir parce qu'elle contient beaucoup de fausseté. Bonjour, ici Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bon, jusqu'ici, rien à dire. Dans le débat sur les seuils, on assume que les Québécois issus de l'immigration voudront toujours des seuils plus élevés, qu'ils souhaitent une immigration illimitée et tout aussi désorganisée et déstructurée qu'en ce moment. Qui assume ça au juste? Moi, je ne pense pas que la majorité des immigrants souhaitent une immigration illimitée et incontrôlée. C'est un sophisme de la caricature. François Legault le fait des fois aussi. C'est une façon dans laquelle, ici, le chef du PQ, il déforme la position de ses adversaires pour la rendre plus faible, voire absurde et plus facile à attaquer. D'une part, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai trouvé la vidéo de PSPP épouvantable. Là. Tu sais, c'est comme, c'était la pire affaire que j'avais vue depuis longtemps. Puis, c'est comme si je me suis dit: «Là, il faut vraiment, faut opérer un barrage parce que c'est pas sans effet». Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que, bon, sur les médias sociaux, bon, il parle à sa base, c'est sans effet, c'est sans effet. Tu sais, ça vaut pas la peine de toujours mais non, il faut faire quelque chose parce qu'on a laissé aller les choses, je pense, trop loin. Puis la droite est vraiment forte. Je pense que plus forte que la gauche sur les réseaux sociaux, en Amérique du Nord, je dirais. Puis quand on voit, tu sais, les jeunes hommes qui virent à droite, pour moi, c'est une affaire qui est alarmante. Et puis, il faut investir des énergies là-dedans. Parce qu'on a investi beaucoup d'énergie au Parlement, tu sais. Puis là, tu investis des énergies au Parlement, tu es couvert par les médias nationaux, que les gens suivent de moins en moins, particulièrement les jeunes. Alors, tu sais, pour avoir une influence sur l'avenir, il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux énormément. Puis voilà, tu sais, moi, je pense que la vidéo que j'ai fait là, pour répliquer à ça, c'était comme un peu un retour aux sources parce qu'il y a plusieurs années, quand j'étais chef d'Option nationale, par exemple, je faisais souvent des vidéos sur les sophismes là, des gens, des politiciens. Puis, tu sais, à l'époque, j'avais plus de temps pour ça parce que je n'étais pas au Parlement, OK? Puis là, ça amène c'est un paradoxe, mais puis là, j'ai comme et aussi l'autre affaire, c'est que comme c'est toujours les mêmes sophismes, je me disais: «Là, je me renouvelle pas». Tu sais, c'est toujours comme ou les sophismes de la caricature ou le faux dilemme ou l'attaque à la personne. C'est toujours les 3. Puis là, ben, PSPP dans la vidéo, il fait les 3, c'est drôle. Puis là, à un moment donné, je me dis: «Ouais, c'est difficile de trouver un nouveau sophisme parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent». Alors, j'avais un peu arrêté, mais là, je me suis dit: «Ah, retour aux sources, on fait une vidéo sur les sophismes à quelque part là». Puis on déboule ça, puis j'ai vu aussi l'intérêt, tu sais, j'ai vu que: «Oh là là, ça marche bien», tu sais, j'ai juste d'ouvrir un compte TikTok, là, je suis en retard, là. Mais genre mon compte TikTok a comme doublé d'abonnés en 2 jours, là. C'est genre fait que je fais: «Ouais, OK, ça, il y a un besoin». Puis je pense qu'on doit y répondre. Puis, tu sais, moi, dans toute mon affaire de dire: «Il faut qu'on mette au défi les normes du système, parlementaire et tout ça»,
Le fait d'accepter de mettre moins d'énergie sur la médiatisation qui est là, puis plus d'énergie sur le web, même pour des députés, c'est quelque chose qui est une remise en question des normes qui est importante, qu'on doit faire. Puis moi, c'est ce que je m'engage à amener, là. Y a-t-il une volonté, chez QS, de retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire la lutte des classes, pour l'année électorale? Tu sais, moi, mettons, il y a longtemps, tu sais, quand j'ai étudié Marx, mettons, là, au cégep, à l'université, tout ça, que je l'ai lu aussi par moi-même, ben, la lutte des classes, tu sais, puis je me disais: «Ah, c'est intéressant». Et en même temps, ça paraît comme un peu, simplifié, là. Il y a pas, tu sais, les 2 classes, les prolétaires, les bourgeois. Tu te dis: «C'est plus compliqué que ça, et cetera. La société s'est complexifiée. On peut pas comme calquer ça aujourd'hui». Puis, je pense que c'est vrai qu'il y a plusieurs classes, puis c'est très complexe, là. Je pense que la simplification entre juste 2 classes, c'est insuffisant, puis on peut ajouter des détails. Mais l'idée qu'il y a des classes qui ont des intérêts opposés, puis que, le pouvoir politique devient l'instrument de la défense des intérêts d'une minorité possédante, ça, je veux dire, c'est de plus en plus clair pour moi quand on est au parlement, tu sais. Puis je donne un exemple, là, puis c'est tellement plus je suis au parlement, là, il y a tellement de moments où je fais comme: «Ah mon Dieu!» Tu sais, voici le théâtre de la lutte des classes, là. Je veux dire, juste quand on voit la législation en logement, tu vois que la propriétaire immobilier, promoteur immobilier qui est ministre de l'habitation, qui fait des flips immobiliers à Montréal pendant qu'elle est ministre, puis refuse tu sais, qui laisse aller la crise du logement, en regardant, ses placements et ceux de ses amis, tu fais comme: «Mon Dieu», je caricature un peu, mais tu fais: «Mon Dieu, c'est terrible». L'autre affaire qui m'a le plus, marqué, là, la plus grosse affaire qu'on a subie comme recul, mettons, dans la lutte des classes pour comme les gens qui travaillent, là, puis qui sont pas des millionnaires au Québec, donc l'immense majorité du monde, là, comme 99 du monde probablement, c'est, heu, c'est le fait que c'est cette loi, je me rappelle plus du numéro, là, mais c'est la loi qui parlait de les blessures au travail, tu sais. Une grosse loi qui a refait le code du travail, les lois sur le travail. Puis, si on résume pour moi cette affaire-là, c'est comme si qui va payer pour les blessures? Ben, il y a un 2 milliards de dépenses qui étaient assumées avant par les propriétaires d'entreprises, qui maintenant est assumé par les gens qui sont blessés et par l'État et donc l'ensemble des contribuables. Donc, on a pris un 2 milliards de dépenses qu'ils avaient eux autres, puis on l'a mis dans les poches du monde qui sont les moins riches au Québec. Puis ça, pour moi, c'est un exemple de lutte des classes. Fait comme: «Ah mon Dieu, qu'on s'est fait avoir», tu sais? Puis tout ça enrobé de, «C'est pas l'économie, c'est bon pour tout le monde». Donc, moi, je pense qu'il faut avoir ce regard-là. Puis en même temps, tu sais, je fais une parenthèse là, sur l'utilisation du mot lutte des classes. Là, je l'ai faite comme devant Bernard Drinville. Là, c'était une commission. C'était quoi? Donc, c'était une interpellation du vendredi, je me rappelle. Ce matin-là, je disais, oh, qu'est-ce que ça donne? Là? J'avais pas planifié de faire ça, mais c'était tellement. Ça m'est venu, puis je trouve ça le fun. Puis on l'a mis sur les réseaux sociaux parce que c'était pédagogique, là. Puis en même temps, je pense que, tu sais, à l'élection, il faut être capable de parler de façon décomplexée, comme de lutte des classes et tout ça. Mais il faut aussi être capable de s'adresser aux gens dans un langage que comprennent les personnes qui ne sont pas très politisées, qui n'ont pas étudié en sciences politiques, qui n'ont pas une large connaissance de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, puis qui ne suivent pas les médias nationaux, par exemple. Donc, il faut être des bons vulgarisateurs, tu sais. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Parce qu'il faut éviter, puis moi, c'est un défi, là. Tu sais, je regarde, tu vois les livres en arrière de moi, là, je suis comme un prof de cégep. Moi, j'ai enseigné la philo au cégep pendant 10 ans. Fait que c'est à la fois une force et comme un défi, là, parce que, bon, au cégep, moi, j'enseignais principalement à des gens qui étaient en technique policière, puis qui devenaient pompiers, puis infirmières, et puis aussi quelques musiciens, musiciennes, des gens en design de mode, en commercialisation de la mode. Donc, c'est du genre des gens qui arrivent à 17, 18 ans, pas très politisés. Puis là, on parle de Platon. Donc, ça m'a obligé à développer une grande vulgarisation. Mais en même temps, tu sais, je suis un intellectuel, puis il faut que je fasse attention de pas sonner comme ça, tu sais. Puis ça, je trouve ça important. Puis je trouve que peut-être que des fois à gauche, hem, entre nous, tu sais, c'est correct, là, je suis en entrevue à gauche, fait que tu sais, comme je pense que le monde qui vous suive, tu sais, ils suivent cette affaire-là, mais c'est super important tout le temps qu'on développe l'idée de comment on va expliquer ça vraiment simplement, tu sais. Comment devrait se faire le choix des candidats de QS? Je pense que, je valorise beaucoup le parcours militant, là, dans les candidatures aux élections. Évidemment,
il y a comme, tu sais, l'ingérence de la permanence du Québec solidaire comme dans une investiture est jamais bien vue, très rarement bien vue. Tu sais, donc, le recrutement, c'est comme un dilemme là, éternel parce qu'à un moment donné, si tu veux avoir aussi, comme la parité ou, tu sais, une bonne représentation, de la diversité, si tu laisses les choses aller comme juste, organiquement, ça marchera pas. Donc il faut comme que tu fasses du recrutement. En même temps, il faut que ça soit toujours dans une collaboration bilatérale avec les associations. Faut pas après ça que tu imposes, mettons, des candidatures en genre mettant le poids de la permanence de l'organisation dans la lutte d'investiture, là, tu sais. Faut que tu laisses les gens trancher en même temps. Bon, là, on s'est donné des normes, par exemple, pour que les instances de QS démocratiques puissent décider que, tu sais, imposer comme le genre d'une candidature dans une parce que, tu sais, du point de vue de l'électeur local, lui, il a pas le portrait de toute la parité, puis c'est quelque chose qui doit être vu dans l'ensemble, vu de haut, ça, c'est inévitable. Mais moi, pour répondre à ta question, tu sais, je valorise beaucoup je pense qu'on peut aller chercher des candidatures qui ont de la notoriété, mais je pense qu'il faut aussi aller chercher des candidatures ça aide quand la candidature, elle a un parcours militant, tu sais, inclus. Puis je dis ça, puis, il y a des députés actuels qui sont vraiment tu sais, qui correspondent pas à ce profil-là, puis qui apportent beaucoup à Québec solidaire, là. Tu sais, Vincent Marissal, comme tu sais, en santé, il fait un boulot extraordinaire. Christine Labrie non plus n'était pas si militante avant ça. Elle avait jamais été impliquée à QS, puis tu sais, elle a fait des choses super importantes. Mais de façon générale, oui, c'est ça. Tu sais, peut-être que, puis tu sais, peut-être aussi c'est aussi le choix qu'à quelque part, les associations font, hein. Tu sais, c'est eux qui votent. Alors, tu sais, probablement que les gens de Saint-François vont se dire: «Ouais, la prochaine fois, on va peut-être comme s'assurer de l'enracinement idéologique un petit peu plus de notre candidature, là, pour éviter que la fois d'après, elle aille, vers le Parti québécois», tu sais? Mais ça, c'est ça, tu sais, plus on va devenir, là, c'est en 2022, on avait 1 an avant l'élection, plus de chances de gagner, en apparence, selon les sondages, qu'en ce moment. Fait que ça va influencer aussi le genre de personnes qui vont venir être candidates pour nous. Il y a quelque chose là-dedans c'est difficile à contrôler, là. Un an après l'affaire Haroun, n'avez-vous pas des regrets au sein du caucus des députés? Ne pensez-vous pas que vous auriez dû être plus solidaire au vu de l'évolution des choses et du fait qu'il avait raison? Mmh. Mais là, j'ai te répondre quelque chose qui est, tu sais, j quand on est dans un caucus, on prend une décision collective. Puis, moi, je trouve important de même si je suis en course au porte-parole là, de comme être solidaire des décisions collectives. Fait que je vais te dire des choses, mettons, mais, j'atteindrai pas un niveau de précision qui va te satisfaire peut-être là, mais, tu sais, je pense que, tu sais, si après ça, il y a voilà. Hem, je pense que, je pense que tout le monde regrette ce qui s'est passé là, de façon générale. Que ce soit Haroun, que ce soit le caucus, que ce soit tu sais, il y a personne qui pense que c'était, une belle période, puis que, tu sais, tout ça, il y a des choses clairement à apprendre de cette affaire. Je veux pas comme donner une réponse qui va mettre le blâme sur quelques personnes, une personne, plusieurs personnes, et cetera. Parce que, c'est pas à moi de faire ça, puis tu sais, c'est des choses moi, les discussions à ce sujet-là, je les ai eues à l'interne, puis, je peux pas rouvrir ça médiatiquement, puis qu'après ça, là, un nouveau chapitre de la chicane, un tel regrette, puis là, tu sais, c'est sur la vidéo, puis là, les journaux, puis là, on rase un autre cycle. Tu sais, moi, c'est non. Maintenant, mettons qu'on regarde vers l'avenir, parce que c'est quelque chose d'important aussi, là, tu sais, je pense qu'on a collectivement échoué, là, puis je parle pas juste le caucus. Comme parti tout le monde, là, tout là-dedans, on a échoué à se mettre ensemble d'accord sur la façon dont on allait mener la lutte antiraciste. C'est parce que l'idée que, disons, la CAQ et le PQ font des immigrants des boucs émissaires, ça a été dit maintes fois par Québec solidaire avant même, tu sais, que Haroun prenne la parole, tu sais, puis ça a été dit pas juste par des députés blancs, là, ça a été dit par des députés racisés, des femmes, des hommes, Andrés Fontecilla, Alejandra Zagamendas Rubagazat. C'est, fait que c'est comme,
Je pense que là où on a échoué à s'entendre sur comment on allait le faire, puis que ça a créé ce que ça a créé, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit capable de, aller parler d'antiracisme tout en moi, la ligne rouge que je vois là, dans la façon de communiquer les choses là, c'est comme, faut pas qu'on laisse entendre aux gens qu'on les traite de racistes, parce que si on fait ça, ils se bloquent, ils se ferment les oreilles. Il y a comme puis là, ça on déclenche des mécanismes de défense, de victimisation des gens qui ont des propos, tu sais, qui sont, qui vont pas dans le sens de l'inclusion. Puis là, on perd du terrain beaucoup. Puis là, moi, je pense qu'il aurait fallu, tu sais, qu'on soit capable de, désamorcer ça. Puis ça a été notre échec collectif, là, de pas être capable de désamorcer cette espèce de, mécanisme de défense des chroniqueurs de droite, qui tout à coup ont fait croire au Québec qu'Haroun était presque tout le monde de raciste, là, alors que c'était absolument pas vrai, tu sais. Fait que, pour moi, je le vois comme, un échec collectif, là. C'est comme puis tu sais, c'est ce que je peux dire comme ça, publiquement. C'est super délicat. Je pense que c'est plus difficile pour des personnes racisées de parler d'antiracisme parce qu'elles sont plus facilement, elles subissent plus de répercussions puis de comment on appelle ça? Donc de représailles, là, carrément. Donc je pense que les députés non racisés, ont un rôle à faire pour aller aussi, s'engager sur ce front-là pour que, les autres soient pas tout seuls là-dedans. Puis, faut qu'on trouve, tu sais, la façon. Puis je sais que je veux pas mettre la faute sur la personne qui s'exprime puis qui déclenche le mécanisme de victimisation, là, parce que le mécanisme de victimisation, c'est une arme de lutte de la droite, puis ils le font de mauvaise foi, là. Tu sais, ils prennent, n'importe quoi pour faire à croire qu'on traite de tout le monde de raciste, là. Fait que, c'est vraiment difficile, là. Puis, faut qu'on trouve la façon. Puis la seule façon dont on va y arriver, là, c'est ensemble. Moi, je veux pas mettre la faute sur un tel ou un autre, mais ce que je peux, tu sais, dire, c'est que, il y a eu des discussions beaucoup à l'interne suite à cette affaire-là. Puis, je veux dire, moi, ce que il y en a je pense qu'il y a encore des décisions, des réflexions à avoir plus fines sur comment on va faire pour atteindre cette espèce de pas d'équilibre, là, mais cette posture qui est à la fois assumée et qui, ferme pas les oreilles des Québécoises et des Québécois sur ces enjeux-là. Puis, il faut qu'on y arrive ensemble. Puis moi, c'est ce que je veux qu'on arrive à faire. Je pense que c'est possible. Selon toi, quel mode de fonctionnement interne devrait adopter QS? Je ne sais pas comment Gabriel exprimait le changement qu'il voulait voir dans les statuts. On l'a toujours exprimé comme étant, c'est s'adapter à la croissance du parti, là. Puis, je pense que la réforme qui est faite dans des statuts, tu sais, a été faite de façon hyper démocratique. Puis, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus adaptée à la taille qu'on a. Je la trouve pas plus verticale nécessairement. Hem, puis j'ai l'impression que la structure, qu'on a actuellement contraint les porte-paroles qui essentiellement ont beaucoup de responsabilités et pratiquement pas de pouvoir là, les contraint d'avoir un leadership rassembleur, là. Où est-ce que, tu arrives là, puis c'est pas comme: «Ah ben, tu as gagné, clac, clac, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça». Moi, j'espère quand même, tu sais, qu'on va avoir une culture qui reconnaît quand même le mandat que les porte-paroles vont aller chercher. Tu sais, quand Émilise est arrivée, le mandat qu'elle est allée chercher, elle a pas eu les coups des franges pour l'appliquer. Puis ça aussi, c'est un problème démocratique à quelque part. Donc, moi, c'est sûr que, tu sais, je fais une course, puis je vais demander un certain mandat. Tu sais, là, je vais bientôt, dévoiler un programme, là. Je travaille avec du monde, là, c'est comme juste en montage, je vais le montrer. Puis ce programme-là, les gens vont voter pour ou contre, tu sais. Puis une fois que là, je vais arriver là-bas, j'espère que, tu sais, les gens vont faire comme reconnaître comme parce que c'est les statuts disent pas que tu sais, les statuts donnent très peu de choses sur ce que les porte-paroles peuvent vraiment décider par eux-mêmes, là. Mais, j'espère que ça va être reconnu. Puis sinon, ben, je compte essayer d'exercer là, avec le plus de sagesse possible, le leadership le plus rassembleur, tu sais, pour être capable d'exercer ce mandat démocratique que j'aurais obtenu.
mais je suis encore au moment de l'espoir. Je suis pas rendu à dire: «Ah, il faut enlever des étapes top-down». Je pense que ça se peut, mais on va voir. Peut-être que j'aurai un point de vue différent quand je serai rendu qu'au porte-parole, je sais pas. Pour l'instant, j'ai quand même une expérience du parti là, ça fait quand même 7 ans 8 ans que j'y milite. Puis j'ai été comme député, j'ai été sur le CCN, ben, tu sais, pas sur le CCN, mais 2 fois par année, il y a comme des réunions avec le caucus et le CCN. Donc je vois un peu comment ça marche, là. J'ai été sur le comité au début sur la réforme des statuts, tu sais, très impliqué dans ces choses-là tout le temps. Ça m'intéresse, moi, les statuts, là. J'ai été chef de parti pendant 5 ans, puis j'ai vu comment des mauvais statuts pouvaient, générer de la chicane, puis qu'à un moment donné, des bons statuts, tu sais, ça canalise les conflits, en fait. Puis ça amène des résolutions. Fait que c'est bon, ça aussi, là. Parce que des trucs trop top-down, quand les gens ont plus de pouvoir, tu sais, ça peut démoraliser, démobiliser, puis créer de la chicane, du ressentiment. Fait que, il y a une vertu à des bons statuts démocratiques. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.